Guillaume Métayer, je suis très heureux de vous recevoir au nouveau studio de Radio Sorbonne de la Direction des Affaires culturelles. Alors Guillaume Métayer, vous entretenez de multiples liens avec Sorbonne Université. Vous êtes un alumnus, comme on dit aujourd'hui, un ancien élève, agrégé de lettres classiques. Vous avez aussi un doctorat. C'était quoi le thème exactement ? Sur Nietzsche et Voltaire. Nietzsche et Voltaire. Vous êtes actuellement et désormais directeur de recherche au CNRS, affecté à l'UMR de Sorbonne Université qui s'appelle le CELF. Le CELF, c'est ? Le Centre d'études de la langue et des littératures françaises. C'est tout d'ailleurs. Autrefois, c'était du XVIIe et XVIIIe siècle et maintenant... Oui, soyons fous. Soyons... Très bien. Vous êtes membre aussi de la revue de poésie contemporaine Place de la Sorbonne, où vous êtes d'ailleurs responsable du dossier Langue du Monde. PLS, Place de la Sorbonne, qui est dirigé par Denis Labouret et Laurent Fourcault. Vous animez un atelier d'écriture poétique à l'UFR de langue française. Vous êtes d'ailleurs, en dehors de la Sorbonne, membre du comité de poésie, la revue de poésie. Et vous êtes aussi secrétaire du prix Étienne Delay, un prix de traduction qui est présidé par notre collègue Bernard Benoun. Ça, c'est pour Sorbonne Université. À côté de vos activités de recherche, vous êtes aussi un poète, auteur notamment d'un remarquable livre-jeu aux éditions Caractère. Et, en plus, c'est l'objet de notre entretien aujourd'hui, vous êtes un passionné de traduction, de traductologie, de langue, notamment de langue centre-européenne, on va dire. Vous enseignez, ou vous avez enseigné le hongrois. Et aujourd'hui, donc, vous publiez récemment aux éditions La Rumeur Libre, A comme Babel, traduction, virgule, poétique. Et toute la virgule est vraiment importante, capitale. Un recueil qui a été publié d'ailleurs dans la revue Catastrophe. Donc, on va dire un feuilleton. Exactement. Oui. C'est un feuilleton sur vos aventures traductologiques. Un feuilleton préfacé par le philosophe Marc Delaunay. Voilà. J'espère ne rien avoir oublié, mais j'ai forcément oublié des choses. Alors, ma première question, c'est pouvez-vous expliquer tout simplement le titre de l'ouvrage, A comme Babel, son intention et comment il est conçu ? Merci beaucoup, cher Yann Migoubert, pour votre invitation et merci pour cette présentation beaucoup trop longue. J'ai l'impression qu'on détaille les médailles de Brejnev. Donc, je crois que je suis en train de sombrer dans une forme d'autogérontocratie. Bref, volubile. Alors, pour répondre à votre question excellente, en effet, le titre A comme Babel repose, je dirais, sur un jeu de mots, qui est aussi un jeu de lettres. Pourquoi ce jeu de lettres ? Parce que dans le recueil, le livre, très souvent, je me laisse entraîner par des rêveries, notamment sur les lettres de l'alphabet. Ça arrive à de nombreuses reprises. Il y a le K, par exemple, alors le K de Don Juan, autour d'un texte de Andreas Unterweger, un poète autrichien qui aujourd'hui dirige la fameuse revue de Graz Manuscripte, et qui avait écrit un texte absolument extraordinaire sur un Don Juan moderne, en fait, qui ne cessait d'hésiter entre des jeunes femmes dont le nom commençait par K. Et tout est en K dans le poème. Enfin, c'est un poème en prose où tout est en K. Il y a des cornflakes, enfin tout ça avec des K. Il y a tout un tas de jeux de mots que j'ai essayé de rendre dans la traduction. Il y a d'autres moments où j'ai joué sur d'autres lettres, et notamment sur le A de l'Atlantique. Le A de l'Atlantique, qui est une référence à Philémon, donc à la bande dessinée, à une bande dessinée que j'ai lue enfant et qui est une bande dessinée très fantaisiste, très onirique, qui fait vraiment beaucoup rêver. Et à un moment, j'ai fait un parallèle dans ces feuilletons entre le A slovène, qui est à la fois la première lettre de l'alphabet et un mot slovène, qui veut dire mais, et en même temps qu'un nom qu'a donné le poète que je traduis, Aleš Steiger, un nom sous la forme d'une simple lettre. Donc j'ai un petit peu joué là-dessus en
en montrant le caractère légèrement oulipien peut-être de cette approche de la traduction à travers à la fois les lettres et en même temps une jonglerie, je dirais, sur l'alphabet. Virgule poétique. Alors, je suis un peu un obsédé de la virgule. Il n'y a pas très longtemps, dans la revue Poésie avec Esperluette, j'ai proposé un dossier qui s'appelait Europe, centrale, pour montrer que l'Europe centrale devait être en quelque sorte remise au centre de l'Europe pour que l'Europe revienne au centre peut-être du monde, en tout cas revienne au centre de nos préoccupations. Et j'aime bien jouer sur la virgule. Donc là, c'est traduction virgule poétique, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, la traduction poétique, une poétique de la traduction, voilà. Et la traduction qui, quand elle est une vraie traduction de poème, doit être une traduction poétique, avoir une qualité poétique. Oui, on y reviendra évidemment, bien sûr, c'est capital. Vous avez cité Andreas Unterweger, vous avez cité Aleš Steger. Cet amour de la poésie, notamment allemande, centre-européenne, vous a amené à devenir un véritable passeur aujourd'hui. Alors, concrètement, qui avez-vous traduit et qui recommanderiez-vous ? Alors, je recommanderais tous les auteurs que j'ai traduits. Alors, ce n'est pas uniquement publicitaire, c'est aussi parce que la traduction de ces auteurs correspond à un goût personnel. Je ne suis pas obligé de traduire pour vivre, et je traduis par plaisir, par goût, pour faire découvrir des auteurs, parfois aussi pour les découvrir ou mieux les comprendre moi-même, dans le corps à corps avec les textes. Et donc, je ne saurais trop les recommander tous. J'ai commencé la traduction, alors il y a très très longtemps en soi, bien sûr, puisque comme vous l'avez gentiment rappelé, je suis comme vous d'ailleurs un agrégé de lettres classiques, donc passé par les fourches codines de la version latine et grecque, et aussi du thème, mais surtout quand même de la version. Ça a été d'ailleurs ma vraie formation. Je dois à mes professeurs de Sorbonne, notamment, d'avoir appris à traduire, je crois. En tout cas, ils m'ont appris une méthode de traduction à laquelle je suis resté attaché. Et donc, les auteurs contemporains ou pas que j'ai traduits me semblent tous recommandables. J'ai commencé par István Kemény, qui est un poète contemporain hongrois que je trouve très intéressant, qu'on qualifie souvent de post-moderne, mais c'est un petit peu des étiquettes, c'est beaucoup plus intéressant que ce que ce mot pourrait recouvrir. Puis, pour ce qui est de la Hongrie, je suis remonté dans le temps, c'est-à-dire que alors ça, c'est un petit peu dû au fait que j'ai en effet une certaine forme de polyvalence, volontaire, donc je suis chercheur et traducteur, et donc parfois le chercheur pousse le traducteur à aller chercher, c'est le cas de le dire, dans le passé, toujours plus loin dans le passé des auteurs pour les traduire. Donc je ne suis pas seulement un traducteur de poésie contemporaine ou de littérature contemporaine, mais je remonte dans le temps, et notamment après István Kemény, donc un poète contemporain, j'ai traduit Attila József, qui est un poète moderne hongrois du XXe siècle, du début du XXe siècle, une sorte de surréaliste, rimbaldien, en même temps prolétaire, c'est très intéressant. Puis je suis encore remonté jusqu'à l'année 1846 en traduisant Nuages de Sándor Petőfi, qui était un des grands poètes romantiques européens du XIXe siècle, un hongrois qui a lancé la révolution hongroise de 48, qui a eu une grande influence sur Nietzsche notamment, le jeune Nietzsche. Puis je suis encore remonté jusqu'à János Garai, dont j'ai traduit le poème qui est à l'origine d'une sorte d'opérette, d'un Singspiel de Kodály, le fameux Háry János, la suite Háry János, qui est assez connue. Donc voilà, j'ai traduit pour la première fois le poème qui est à l'origine de ce Miles Gloriosus à la hongroise, à la magyar, à la hussarde, on pourrait dire, puisqu'il se prend pour un hussard qui a attrapé Napoléon, qui est allé discuter directement avec l'empereur à Vienne, etc. Donc c'est une sorte de baron de Münchhausen, mais en version hongroise, qui s'inscrit dans toute la tradition du Miles Gloriosus, du soldat fanfaron. Ouais, exactement, la fanfaron. Bien, donc vous avez traduit beaucoup de poètes, notamment de l'Europe centrale, et vous êtes évidemment confronté au texte et à sa matérialité sonore. Alors, parlons cuisine. Il y a un texte qui s'appelle... un bout du feuilleton qui s'appelle « Catastrophe en cuisine », évidemment en référence à une célèbre émission.
Parlons cuisine, c'est-à-dire quelle est la cuisine du traducteur ? Vous êtes clairement un amoureux du formalisme. Hein. Je sais que vous adorez, comme d'ailleurs notre collègue Laurent Fourcault, l'art du sonnet. Alors, je voudrais vous poser une question. Que vous évoque le passage que je vais lire sur la rime, page 54 ? Alors, là, on va découvrir toute la verve de Guillaume Métayer, que je ne sais pas si je pourrais vraiment la rendre. Le moment de cesser de rire est arrivé. Je vous demande de vous arrêter. 8e livraison, la verve s'épuise. Il ne me reste plus qu'une seule chose au fond de moi, comme toujours, quand on est traqué, réduit à qui a l'amour. Oui, j'aime. Que dis-je aimer ? J'idolâtre. Ni Junie, ni la femme d'Hector, ni même Fernande, mais celle qui, selon le vieux Boileau, serait une esclave et ne doit qu'obéir. Quelle idée ! Elle doit au contraire nous guider. La rime, c'est vous qui l'avez nommée. Oui, j'aime la rime. Et comme tous les amoureux, je veux vous entretenir de celle que j'aime. Longuement. Le temps léger s'enfuira sans m'en apercevoir. Et comme tous les amoureux, je me fâcherai si vous ne voyez pas qu'elle est la plus belle, la plus douce, la plus intelligente des créatures. Mais vous le verrez, il est impossible de ne pas le savoir, de ne pas le voir, pardon. Mais vous le verrez, il est impossible de ne pas le voir. La rime, parlons-en. Oui, alors c'est très amusant parce qu'en ce moment sur Facebook, il y a des traducteurs et traductrices de poésie qui font référence à Hakom Babel et notamment à cette déclaration d'amour à la rime. Voilà. Je pense notamment à Sabine Huin, qui traduit Anne Sexton et qui dit, qui poste de temps en temps certaines de ses traductions et quelqu'un a réagi en disant « Ah bon, mais vous traduisez en rime, est-ce qu'il faut traduire en rime ?» Elle répond « Mais ça, c'est à cause de Hakom Babel. Je me suis laissé convaincre par Guillaume Métayer, mais peut-être que je suis trop influençable. » Là-dessus arrive Pierre Vinclair, justement le patron de la revue Catastrophe, qui poste à son tour « Mais non, moi j'ai réfuté Guillaume, je pense que au nom de la rime, je pense qu'il ne faut pas suivre la rime, etc. » Donc ça me fait très plaisir, c'était avant-hier, je n'ai pas encore répondu, mais j'ai l'intention de leur répondre que je ne suis pas un rimosaure. C'est-à-dire qu'en fait, je ne veux pas non plus me donner l'impression d'être une sorte de fossile qui défendrait une vision archaïque de la traduction. Ce n'est pas du tout l'idée. En fait, j'ai choisi de faire une déclaration d'amour pour bien montrer que c'était totalement subjectif, que c'était le plus subjectif possible, le sentiment, et en même temps pour essayer de montrer comment on peut aimer la rime d'une façon sensible, justement, et pas d'une façon normative. Donc j'ai essayé un petit peu de développer toutes les beautés finalement de la rime. Bon, je ne sais plus exactement ce que je dis, mais j'utilise beaucoup de métaphores. C'est vrai que j'utilise beaucoup d'images parce que ça m'évoque des images. Et d'ailleurs, ça m'évoque l'image d'une métaphore. C'est vrai que l'un des points peut-être les plus auquel je tiens le plus de cet éloge peut-être paradoxal de la rime, c'est cette idée qu'au fond, elle est comme une métaphore, c'est-à-dire qu'elle associe à travers le son, à travers des mots qui ont simplement par hasard des désinences ou des terminaisons semblables, elle associe des termes et donc des champs sémantiques qui n'ont rien à voir a priori ensemble. Vous dites une entremetteuse aussi. Une entremetteuse, oui, c'est la métaphore de l'amour qui devient un petit peu plus trivial. Trivial, voilà, c'est pas la même Vénus, c'est plus la Vénus des carrefours. Et donc, au fond, l'idée est que ce que demandait Lautréamont à la métaphore, d'être cette fameuse rencontre d'un parapluie et d'une table à dissection. Voilà, finalement, cette rencontre peut se faire par la rime. Et que très souvent, la rime propose sinon des choses aussi surréalistes ou pré-surréalistes, en tout cas des affiliations, des appariements poétiques. Ouais. Elle est par nature anti-cratilienne, comme vous le dites aussi. Et en même temps, elle fait apparaître le meilleur de... Parfois, elle fait apparaître parfois des rencontres
qui prennent corps, quoi, qui font sens à la fois dans le, si je puis dire, dans la matérialité du son et dans le sens. Donc c'est ça qui est fructueux. Exactement. Ouais. Et en même temps, parce que c'est la forme même du mot qui rapproche des termes, eh bien elle est totalement poétique. Parce qu'elle est totalement dans l'arbitraire de la langue, hein, comme vous disiez, anticratilienne, elle est sonore, elle est musique, elle est tout ça. Mais est-ce que vous êtes, par exemple, pour la rime poète et Goethe? Ah voilà, alors ça c'est une de mes rimes préférées, la rime de Théophile Gautier dans Albertus, hein, entre le mignon de Goethe et de Goethe et je sais plus quoi du poète. Je la cite souvent aux étudiants de l'atelier d'écriture, hein, de la Sorbonne, parce que je les torture évidemment avec des rimes. Hein. Et on a dépassé depuis longtemps le sonnet, on est passé aux rondelles, au triolet et même à la ballade. Ils sont très bons d'ailleurs. Et bon, ils trouvent que c'est un petit peu fastidieux, mais ils ont gardé quelque chose de docile des étudiants d'autrefois. Donc j'en profite un maximum. Et oui, j'aime beaucoup la rime normande, j'aime beaucoup la rime pour l'œil, j'aime beaucoup tous les écarts, évidemment, hein, tous les écarts et tout au contraire, hein, toutes les fois où les poètes inventent des manières extraordinaires d'obéir à l'exigence de la rime. Vous nous rappelez ce que c'est la rime normande ? Oui, c'est une rime pour l'œil, en général plutôt avec des mots en R, parce que les Normands étaient censés prononcer le ER toujours comme dans mer, et pas dans enfermé. Donc ça donne de très belles choses parfois, hein, dans la poésie française. Devant moi, j'ai un extrait de Corneille, Racine, que vous citez, qui dit... Et quand avec transport je pense m'approcher de tout ce que les dieux m'ont laissé de plus cher. Là, c'est beau, approcher et cher, d'un seul coup. Là, on peut faire un commentaire très long. Ou un commenté. Ou un commenté, exactement. On peut commenter cet appariement qui est magnifique entre approcher et cher. Et ça n'est possible que par la rime normande, tout comme la fameuse rime normande de Baudelaire, hein. Il est amer et doux pendant les nuits d'hiver, d'écouter près du feu qui palpite et qui fume. Les souvenirs lointains lentement s'élevèrent au bruit des carillons qui sonnent dans la brume. Alors là, on a une vraie fausse rime normande parce que la liaison du vers suivant permet... C'est au rejet, quoi. Exactement, et permet de modifier la couleur de la voyelle et en même temps qu'elle arrime le vers au vers suivant et donc fait s'élever véritablement la musique des cloches. Franchement, une rime qui arrime, c'était parfait. C'était involontaire, bravo. Ouais, mais c'est très intéressant. Hein, on est dans la poésie et donc il faut laisser parler aussi l'inconscient. Voilà, c'est très bien. Bravo. Merci. Bravo à vous. Êtes-vous, pour autant, un partisan des dictionnaires de rimes ? Non, les dictionnaires de rimes, c'est quelque chose d'assez dangereux, hein, parce que justement, la rime je crois que tout ce qui est écrit, y compris une traduction, doit passer une sorte d'épreuve, je dirais, un peu comme quand on trempe de l'acier. Je pense souvent aussi à ça, au fait de tremper l'acier, ou bien au fait à cette image du soleil qui revient, qui ressort des flots, qui est chez Baudelaire aussi. Et au fond, c'est quelque chose qui a à voir avec... l'idée aussi de la mémoire involontaire de Proust, d'une certaine façon. C'est-à-dire que je crois qu'il faut que ça passe par le corps, donc par la mémoire, hein, mais corporelle finalement, que ça se sédimente comme ça dans la mémoire corporelle de l'individu, hein, écrivant, et que ça revienne de l'intérieur, que ce soit filtré par une expérience et une épaisseur personnelle. Donc le dictionnaire de rimes, c'est l'inverse, évidemment. Le dictionnaire de rimes, c'est... ça plaque. Voilà. Et là, c'est vraiment la rime couture. Parfois, on dit que les gens cousent des rimes comme des bouts rimés à des traductions pour faire rimer. Évidemment, ça, c'est ce qu'il y a de plus horrible. Mais c'est tout aussi horrible qu'en amour, justement, un objet qui ne plaît pas, hein, par rapport à quelqu'un qu'on aime, véritablement. Franchement, j'avais prévu une question un peu plus tard, mais je vais vous la poser maintenant parce que là, on est justement avec cette sensibilité qui est vraiment la vôtre, comme ça. J'aimerais... lire un tout petit passage, ou peut-être ça serait mieux, c'était vous. À la page 10, vous évoquez donc un vers de Guy Vic qui traduit le poète hongrois Hadi.
Et il y a un vers comme ça qui surgit en vous et qui reste longtemps. Dans mon âme chantait le feu dans du bois mort. Mmh. Et vous dites, et voilà, moi ce que j'aimerais que vous lisiez, ce serait disons le deuxième paragraphe. En lisant le poème d'Adi. Oui. En lisant le poème d'Adi, je me suis trouvé devant un cas d'école. L'image des chansons comme de fagots jetés dans un feu de joie intérieure, à peine capable de le nourrir, m'a donné à mon tour le frisson. Ce geste familier de soutenir le feu de brindilles insuffisantes, l'habitude de faire des chansons, l'aliment lacunaire d'une flamme intérieure, la musique du feu, crépiter comme chanter, chanter comme crépiter, tout cela m'a bouleversé. Et quand j'ai lu le vers de Guillevic, dans mon âme chantait le feu dans du bois mort, ce fut le même frisson. Enfin, pas tout à fait. Avant de le comprendre, ce vers a résonné en moi. Il a créé son espace sonore, vaste et pur. J'ai entendu un grand alexandrin français, éternel et indatable. Peut-être même ai-je cru à quelques vers célèbres et oubliés. Un vers de Hugo, un vers d'Aragon, quelque chose comme que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Un vers si beau qu'il mériterait de figurer dans une anthologie des plus beaux vers de traducteurs dont le projet hante mes heures perdues. On y reviendra évidemment, mais j'ai adoré cette façon dont j'ai vu, à vous lire, j'ai vu ce poème en vous irradier, faire son espace sonore, vous emplir pour mieux ressurgir. C'est pour ça que ça allait très très bien effectivement avec ce que vous venez de dire sur la rime qui a besoin finalement de se sédimenter pour mieux ressurgir. Graine plantée pour les générations futures. Si le grain ne meurt. On parle souvent de la figure du poète. Y a-t-il une figure ou une posture du traducteur? Vous avez 2 heures. Ah là, c'est de la Sorbonne. Alors, vous comparez... bien sûr. Mais vous vous comparez notamment, et souvent très humblement, à Midas. Alors, pouvez-vous expliquer? Oui, alors, c'est vrai qu'à un moment dans le feuilleton et dans le livre, je me suis amusé à faire un quiz que j'ai fait d'ailleurs lors de rencontres publiques, où j'essaye de faire deviner aux personnes présentes ou aux lecteurs qui a écrit tel ou tel poème, alors évidemment dans ma traduction, et notamment entre Nietzsche et Petöfi, dont je parlais tout à l'heure, parce que le jeune Nietzsche a été très, très marqué par cette poésie, qui d'ailleurs tout au long de sa vie, je trouve qu'on peut en traquer des traces jusqu'à la fin de son travail poétique conscient. Et donc j'essaye de demander, à votre avis, est-ce que c'est Petöfi ou est-ce que c'est Nietzsche? Et au bout d'un moment, j'ai été traversé par un frisson d'angoisse. Je me suis dit, mais au fond, si tout le monde se trompe à chaque fois, parce que c'est le cas, tout le monde dit Nietzsche quand c'est Petöfi et Petöfi quand c'est Nietzsche, ça me faisait beaucoup rire. Je me suis dit, est-ce qu'au fond, c'est pas tout simplement parce que j'ai salopé le travail, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que c'est du métayer. Parce qu'en fait, c'est du métayer, c'est-à-dire une espèce de Midas, mais de Midas de cuivre, quoi, de Midas de. Il faut expliquer peut-être Midas. Oui, alors Midas qui selon le mythe, transforme en or puisqu'il voulait s'enrichir, et les dieux lui ont donné le pouvoir de transformer en or tout ce qui touchait. Résultat, il tuait ce qui touchait. Il tuait ses proches, il ne pouvait plus manger, donc il en est mort. Et de la même façon, je me demandais si certaines façons de traduire n'étaient pas un Midas de cuivre ou un Midas d'un métal de mauvaise aloi qui transforme toute belle poésie en un même style finalement reconnaissable, mais plutôt par sa médiocrité que par son mérite. C'est très très bon. Quand même, il n'en demeure pas moins que, notamment à page 87, vous dressez un portrait du traducteur, ou en tout cas vous dites que certes le traducteur est souvent mésestimé par rapport à l'auteur, mais qu'en réalité le traducteur a des vertus propres que ne possède pas l'auteur. Oui, alors c'est vrai que parfois je me dis, mais
pourquoi est-ce que tu traduis alors que écrire, c'est si facile? Je sais que c'est totalement idiot en même temps de dire ça, parce que écrire, c'est une aventure qui peut être d'ailleurs parfois une torture. Hein. Je pense à la façon dont Flaubert dit qu'il écrit son Pinsomme de Madame Bovary, par exemple, ou évidemment, hein, ça peut être des affres terribles, hein, chaque mot étant non seulement pesé, comme le fait un traducteur, au trébuchet de la vérité, mais aussi d'une vérité encore plus profonde peut-être que celle d'un autre texte. Mais il n'empêche que la traduction nous donne quand même des suées abominables et innombrables. Enfin, on a notamment cette peur, hein, de s'être trompé, de n'avoir pas vu quelque chose, d'avoir mal rendu, tellement d'aspects. Et c'est une fidélité à l'autre, alors que dans l'écriture, c'est quand même une question de fidélité à soi-même. Donc, c'est pas une angoisse par procuration. Dans l'écriture, c'est une angoisse qui est là, de toute façon, dans la vie. Alors qu'avec la traduction, on n'est pas tout seul, pour le meilleur et pour le pire. Finalement, c'est un peu comme le mariage, au fond. Je vous laisse cette assertion. Faut-il aimer les poètes que l'on traduit? Quel est le degré d'empathie, justement? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, j'ai plutôt traduit des poètes que j'aime. Et quand ce n'était pas forcément le cas d'une façon totalement débridée, j'ai aussi appris à les aimer en les traduisant. Voilà, je m'en sortirais comme ça. Ah bah, bravo. C'est-à-dire que quand même, quand on traduit un texte, s'il a une certaine qualité, on s'en approche et on arrive à s'en approcher et il nous devient cher. D'accord. Oui. Merci pour cette belle réponse. Mais c'est vrai que récemment, j'étais très content parce qu'une galerie d'art m'a demandé de traduire des poètes que je ne traduis pas, des poètes allemands, et m'a fait découvrir des textes extraordinaires. Bah oui, c'est ça. En fait, la question, elle revient un petit peu à y a-t-il un art sans contrainte? Oui, alors là, quand on rajoute la contrainte à l'amour, ça devient compliqué. Bon, très bien, très très bien. Peut-être aussi que un poète peut être aimé par plusieurs traducteurs. Et à ce titre-là, j'aimerais vous demander, en toute franchise, si vous êtes un membre du Brodsky Club. Alors, je ne suis pas membre du Brodsky Club dans le sens où je n'ai pas traduit Brodsky, hein, mais peut-être que je suis un membre du Brodsky Club dans la mesure où j'aime Brodsky et j'ai particulièrement apprécié un ouvrage qui est une multi-traduction en un seul volume des sonnets à Marie Stuart de Brodsky, ce qui m'a donné l'occasion de faire des rencontres totalement imprévues à la Bibliothèque nationale. Voilà. Alors c'est un petit peu la question de comment est-ce que je m'amuse parfois dans le livre à raconter des histoires en fait et finalement à développer les anecdotes autour de la traduction. Il y a des recherches, il faudrait peut-être faire un volume là-dessus d'ailleurs. Il y a des recherches récentes sur les anecdotes dramatiques, par exemple. Tout ce qui concerne les moments où il se passe quelque chose sur scène ou dans la salle et comment c'est raconté. Et qu'est-ce que ça dit subrepticement, c'est des recherches de littérature comparée assez intéressantes, qu'est-ce que ça dit subrepticement de la conception que les gens ont du théâtre, par exemple. Anecdote dramatique. Peut-être qu'on pourrait faire des anecdotes traductologiques, déjà en constituer un petit trésor. Et là, par exemple, pour le Brodsky Cube, en fait, puisque ce livre qui fonctionne, qui réunit plusieurs traductions des mêmes sonnets de Brodsky, fonctionne un peu comme un Rubik's Cube. Comme Rubik était hongrois. C'est vrai, c'est bien joué, bien joué. C'était subrepticement, pour le coup, un peu de publicité. Il y a même un musée, je crois, à Budapest. Alors là, de toute façon, en ce moment, je n'irai pas, mais je ne savais pas, mais c'est intéressant. Et voilà, donc je raconte un petit peu, je ne sais pas si ça vaut le coup de le lire, peut-être pas, mais... si, ce serait intéressant, juste pour voir. Voilà, comment tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Alors... lorsque nous traduisons des poèmes hongrois avec István Kemény et qu'une solution miracle nous arrive soudain, j'ai coutume de dire que le Dieu de la traduction est ce jour-là avec nous.
Mais ce n'est que depuis cet après-midi que je sais qu'il existe aussi un dieu du feuilleton. J'avais promis ma livraison d'après Babel à Catastrophe depuis plusieurs jours et me trouvais assis à la cafétéria de la Bibliothèque nationale en train de m'arracher les cheveux devant les 20 sonnets à Marie Stuart de Brodsky dont j'avais décidé de parler cette fois-ci. Mais voilà, je n'ai jamais appris le russe dont je déchiffre à peine l'alphabet. C'est pourquoi je m'échinais avec Google Translation pour essayer de comprendre ce que les vers de Brodsky étaient devenus dans l'anglais de Peter Franz et les français de Claude Ernoult et d'André Markovitz. C'était très lent et très ingrat, même si je me plaisais à cette aridité. C'est alors qu'une silhouette féminine s'est posée devant moi, dans le contre-jour des plafonniers de la BNF. On se connaît, je crois. Je m'apprêtais à répondre non, mais en clignant des yeux, je reconnus non pas la déesse de la traduction, mais une jeune femme russe rencontrée au Maghreb près d'une année auparavant. Je lui montre mon Brodsky, et quelques minutes plus tard, Natacha, petite note, les prénoms ont été modifiés, répond aux questions qui me taraudaient sur le texte original des sonnets. Quelques minutes plus tard, à peine, la porte de la cafette s'ouvre à nouveau, et cette fois Svetlana débarque, une vieille et jeune amie russe. Et elle aussi accepte volontiers de regarder les poèmes de Brodsky avec moi et de lever mes doutes. Nous rions longtemps tous les trois de ces apparitions providentielles. Je m'assois avec un livre russe et vous arrivez, c'est la magie de la poésie russe, énonce Natacha hilar. Puis elle ajoute, je plaisante, comme si j'y avais cru. Au fond, elle a sans doute raison, j'y ai cru et j'y crois. Ouvrez un livre de Brodsky et attendez. Le miracle va se produire. En quelques minutes, toute la grande Russie va accourir pour vous expliquer le poète. Génial. Alors, c'est pas de la traductologie, c'est une anecdote qui peut-être permet simplement d'ancrer justement la figure du traducteur dont vous parliez, dans une expérience personnelle, dans une vie, de montrer que le traducteur a une vie et que finalement, c'est aussi cet instrument, lui aussi a son instrument, sa vie, son expérience, son épaisseur personnelle, qui lui permet de rendre les textes d'une certaine façon et non pas d'une autre. C'est magnifique. Merci. Pour revenir au vers de Guy Yvick tout à l'heure, il faut quand même qu'on ne peut pas parler de traductologie, traduction, sans évoquer les belles infidèles. Hélas. Bon, et alors, qu'est-ce que vous avez à en dire de ça? C'est très savoureux quand même. Oui, alors l'expression est extraordinaire. Et moi, je suis un partisan des belles fidèles. Je suis très terre à terre, donc je crois qu'on peut avoir ce qu'on appelle un win-win. Et notamment, je crois que parmi la fidélité, on parlait de la rime, de la forme. Alors, je suis partisan d'une forme de fidélité, même si maintenant c'est censé être un petit peu dépassé, la fidélité, mais quand même, pour rendre, disons, une image, une idée de la forme dans laquelle est apparue la beauté. Après tout, la beauté et la forme, ça a toujours eu des liens essentiels. La parole et la beauté, oui. Aussi. Et donc, je trouve dommage de faire croire d'une certaine façon qu'un sonnet qui a été parfaitement écrit dans les formes traditionnelles et régulières ne l'ait pas été en l'arrimant, ou plutôt en l'assignant à ce que j'appelle parfois, de manière polémique, le vers libre de rigueur. C'est-à-dire que je comprends très bien que la modernité poétique ait apporté le vers libre ou le vers dit libre. Et en même temps, je trouve que c'est tout aussi dommage de tout transformer en vers libre. C'est encore une sorte de Midas, finalement. Oui. Qu'autrefois, au XVIIIe siècle, on transformait tout en alexandrin. Et on avait ainsi l'Énéide de Virgile par l'abbé de Lille qui ressemblait à une sorte de mauvaise Henriade. Et on a, de la même façon, on a aujourd'hui des sonnets je sais pas, de Pétrarque, par exemple, qui ressemblent à de la poésie qui a été écrite vers 1960. Oui. Alors, il y a une forme sonnet, parce que, on garde les strophes. Pourquoi, dans ces cas-là, garder les strophes? Bien sûr, on garde les strophes, les quatrains, les tercets, et puis on garde pas les rimes, parce que la rime, c'est censé être vraiment quelque chose de trop. Ouais. Et c'est censé être une telle pression sur le texte que, finalement, le résultat ne peut être qu'un mauvais poème. Et moi, je trouve que ça vaut le coup d'essayer de l'inverse, d'essayer de voir si, justement, on ne peut pas faire, comme tout le reste de l'Europe
des traducteurs poétiques, hein, qui n'auraient même pas l'idée qu'on puisse se passer de la rime pour traduire un sonnet, par exemple. Je trouve que ce serait pas mal. Je trouve ça intéressant de rétablir un tout petit peu l'équilibre, au moins comme une expérience. Ouais. Voilà. De quitter en fait un petit peu cette épistémologie le franco-français, voilà, qui est un peu franco-française, tout en se croyant très très moderne. Voilà. Donc je trouve intéressant aussi parce que c'est une datation souvent des poèmes. Hein. Justement, ça revient un peu à ce que je disais. On n'est pas en 1960, on est dans telle autre époque. Ouais. Et par ailleurs, il y a des moments, pour certains textes, où ça me semble indispensable. Peut-être que pour d'autres, ce n'est pas le cas, où ce serait trop difficile. Il y a notamment des rimes qui sont tellement liées à la forme de la langue. Et quand les vers sont très brefs, par exemple, c'est très compliqué. Quand vous avez Baum et Traum, par exemple, hein, l'arbre et le rêve, qui riment dans des vers de Nietzsche qui font 4 pieds chacun. Oui, des aphorismes. Ouais. Oui, c'est très difficile. En revanche, dans d'autres poèmes de Nietzsche, comme ces épigrammes, qui reposent complètement sur une esthétique ironique de la rime, là, avoir traduit sans rime, je pense que c'était dommage. Donc j'ai tout retraduit avec des rimes pour essayer de rendre justement ce jeu sur les retours de son, qui est une sorte de grelot ironique, de la marotte, en fait, érasmienne, finalement. Oui, à ce propos, vous dites aussi que, vous consacrez un morceau du feuilleton au fait que traduire une intégrale, comme vous l'avez fait pour Nietzsche, revient aussi à expérimenter de la traduction de poèmes pas si bons que ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, c'est vrai. Alors j'avais parodié le Ecce Homo de Nietzsche, hein, qui, au moment où Nietzsche commence à devenir vraiment mégalomaniaque, en partie à juste titre, hein, même en grande partie à juste titre, même si il y avait beaucoup de maniaque dans sa mégalomanie. À ce moment-là, dans Ecce Homo, juste à la fin de sa vie psychique saine, il écrit des chapitres pour dire pourquoi j'écris de si bons livres, pourquoi je suis si malin, etc. Bon, qui sont très drôles, fait d'autodérision, mais enfin un petit peu limite. Oui, c'est ça. Et donc je me suis un peu amusé à le parodier en appelant le chapitre pourquoi je traduis de si mauvais poèmes, pour parler de certains poèmes de Nietzsche. Parce qu'évidemment, Nietzsche étant un génie précoce, on a des poèmes de lui, même s'il en a brûlé un grand nombre, qui datent depuis l'âge de 10 ans. Ah oui. Donc de 1854 à 1888, voire tout début 89. Mais là, c'est vraiment la fin. Et donc forcément, vous imaginez bien que certains poèmes, même de Nietzsche, à l'âge de 12 ans, ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre. Ils sont tous marqués par une énergie intellectuelle extraordinaire. Brillante. Mais vraiment des choses incroyables. Il y a des tableaux de la Grèce antique en 50 vers alors qu'il a 12 ans, avec les guerres messéniennes, des choses comme ça. Guerre de Sparte et de Mécène, enfin c'est très érudit en réalité. Ouais. Mais c'est pas forcément toujours de la grande poésie, et parfois il fallait quand même que le traducteur prenne sur lui pour mettre des petites rimes aussi aux compliments de jeunesse, ou pour essayer de garder sans trop améliorer le texte, hein, quand même original, avoir le courage de traverser tout ça. Mais ça n'a pas été ingrat, parce que finalement, je vois mieux maintenant, avec le recul, ce qu'il y a aussi dans ces poèmes, qui en germe de ce qui sera la philosophie de Nietzsche. En tout cas, ses grandes références imaginaires. Son cadre imaginaire, bien sûr. Ouais, c'est passionnant. Quand on a parlé tout à l'heure une nouvelle fois de Guy Wig, vous avez eu cette dernière petite phrase. Je le redis là. Donc, un vers si beau qu'il mériterait de figurer dans une anthologie des plus beaux vers de traducteurs, virgule, dont le projet hante mes heures perdues. Ma question, est-ce que cette anthologie, vous la prévoyez, ou est-elle encore, on va dire, du domaine de... N'est-elle jamais qu'une figure de l'imaginaire, quoi ? Eh bien, en fait, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas travaillé beaucoup, mais j'en profite pour faire un appel à toutes les bonnes volontés pour que finalement ce projet prenne corps et existe. Peut-être qu'on pourrait le faire sur un site internet de Sorbonne Université, par exemple, ou ailleurs. Mais en tout cas, ce serait formidable, je trouve, de montrer quand même que la traduction
est l'occasion de trouvailles poétiques qui sont inspirées par les poèmes, finalement. Oui. Les belles fulgurances qui méritent de rester, quoi. Oui, par le changement de langue. Ouais. Le fait de changer de langue, finalement, crée force, contraint, amène à des réincarnations poétiques. Vous vous êtes cité comme Midas, mais on a plutôt l'impression que vous êtes une sorte de Don Quichotte de la forme. Bien, j'espère que, en tout cas, cette anthologie verra le jour. Parce que cette circulation à travers les questions de traduction, finalement, donne vraiment envie d'aller plus loin, de lire, de relire, de sous-peser les traductions, peut-être à l'aide d'un marteau nietzschéen, pour tester l'or de Midas du non-Midas, ou du Midas de cuivre. Et peut-être ça nous donnera l'occasion de futures aventures radiophoniques. Merci beaucoup, Guillaume Métayer. Merci, Anne Migoubert. Merci beaucoup.